Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 338 du podcast Jean Actuel Matéi. Très heureux de vous retrouver pour vos débriefs de playoff du lundi. À mes côtés cette semaine, c'est un petit changement, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Le podcast du lundi, d'habitude je dis mardi, le podcast du lundi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Relique, rock'n'roll et burger vous attendent évidemment. Les Ravens déjà en vacances, les Chiefs en folie, les favoris qui tiennent le coup en NFC. On a encore eu une très belle semaine de Divisional Playoff et donc un gros débrief. Et on va même pas attendre, c'est parti après ce jingle. Direct snap, Henry, jump pass, oh, trickery, Corey Davis, touchdown Tennessee. The razzle-dazzle for the Titans. C'est la surprise de la semaine. Ravens 12, Titans 28. Grégory, domination physique totale de Tennessee. Tout commence par les lignes. John Harbaugh l'a avoué lui-même après le match. Il l'a dit, on a été dominé dans les tranchées. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que ça s'est joué à cet endroit-là ? Bah manifestement oui, en tout cas on a vu une ligne offensive de Baltimore qui a été anormalement fébrile je trouve, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait voir depuis le début de la saison, et puis à l'inverse en effet des Titans qui, alors surtout sur la ligne défensive, autant je sais pas quel côté du ballon tu voulais aborder en priorité, mais c'est vrai que sur ce match-up initialement qu'opposait l'attaque de Baltimore à la défense de Tennessee, on avait quelques points d'interrogation concernant la défense des Titans qui est souvent très sérieuse mais qui avait quelques petits soucis, notamment pour mettre la pression. Là, ça a quand même été une pression quasi constante sur Lamar Jackson et sur le backfield offensif de Baltimore. Et c'est notamment un élément qui a permis à Tennessee de rapidement semer le doute dans ce rouleau compresseur qu'on voyait depuis le début de la saison, et qui a peut-être également forcé Baltimore, en anticipant un petit peu, à changer plus vite que prévu son fusil d'épaule. Alors, tu le disais, ils ont dominé sur la ligne défensive, 4 sacs sur Lamar Jackson, ils l'ont bien contenu au sol pendant le début du match. Il fait beaucoup de stats en fin de partie, il a quand même des stats ronflantes, si tu regardes un peu, il a 140 yards au sol, plus de 300 yards à la passe, etc. Est-ce que c'est injuste de tomber sur Lamar Jackson, ou est-ce qu'il a sa part de responsabilité là-dedans ? Parce que tu l'as dit, en effet, ils ont été dominés dans les tranchées, ce qui lui a largement compliqué la tâche. Ouais, alors si tu veux, c'est pas exactement les mêmes, je dirais pas les mêmes conclusions à l'issue de ce match-là qu'à l'issue du match contre les Chargers l'année dernière, mais il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, qui reviennent. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps, notamment, qui, exactement comme l'année passée contre Los Angeles, s'est très vite gâché du côté de Baltimore. Alors on sait qu'il y avait cette blessure que traînait Mark Ingram, qui a peut-être un petit peu compliqué le cahier de jeu en début de rencontre, mais c'est vrai que je te rejoins un petit peu, au-delà des stats purs et durs, j'ai quand même ressenti une forme de fébrilité de la part de Jackson que je ne voyais pas en saison régulière. Il y a toujours ces lancers un petit peu désespérés, ou même quand il fallait porter le ballon, ce côté un peu, attends, je vais où ? C'est à droite, c'est à gauche. Cette improvisation qui, certes, n'est pas aidée par le fait que la ligne offensive ait laissé beaucoup trop de brèches au front seven adverse, mais c'est, on va dire, ces périodes de tâtonnement qu'on n'avait pas forcément la sensation, où on le sentait beaucoup plus libéré dans ses choix, et ce qui le rendait beaucoup plus explosif. Il y a eu ce premier jeu en effet où il a donné le ton et où il a été chercher la première tentative, il me semble, pour vraiment montrer qu'au sol il fallait compter sur lui, et après ça a été un petit peu plus délicat. Et est-ce que ça a fait cogiter, on dira, Greg Roman, son coordinateur offensif, et peut-être ce qui l'a amené également peut-être à changer, mais ça a
Enfin, en tout cas, oui, je l'ai trouvé un peu plus fébrile, même si c'était à des années-lumière de ce qu'on a vu l'année dernière contre les Chargers, et notamment ce premier quart-temps où il commet 2 ou 3 turnovers à lui tout seul, quoi. Mais je sais pas si c'est fébrile ou nerveux. Moi, je l'ai trouvé nerveux en fait. Alors la première interception est pas pour lui, mais derrière directement, il accroche le col du défenseur. Oui, ça déjà c'est étonnant. Ouais. C'est très tôt dans le match, quoi. La deuxième interception, là, elle est plus pour lui. Le fumble, je le trouve extrêmement vilain. Et moi, en fait, j'ai l'impression qu'il force, j'ai l'impression qu'il est nerveux et qu'il veut en faire trop. Même sur certaines courses où tu dis, en effet, ça va dans un sens, dans un autre, on a vraiment cette impression de je vais y aller, je vais montrer, je peux le faire, laissez-moi faire. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et le fumble, moi, je le trouvais d'autant plus significatif qu'on le voit sur le banc, parce que le fumble arrive juste après le touchdown de Derrick Henry à la passe. Et on le voit juste après le touchdown de Derrick Henry s'agacer sur le banc. Alors que bon, c'est la défense qui est sur le terrain, c'est pas lui. Mais on le voit s'agacer, énervé, bon, ok. Et il rentre, et l'action suivante, bam, le fumble. Et où il prend quand même très moyennement soin du ballon. Moi, je l'avais dit dans le fauteuil, je suis même étonné qu'il se le fasse pas arracher sur le mouvement d'avant. Il avance un petit peu dans la poche pour éviter le premier défenseur. Et il a déjà le ballon assez bas et il risquait déjà beaucoup. Donc, moi, je l'ai trouvé un peu nerveux et forceur sur ce match-là. Oui, après je pense qu'il y a déjà, malheureusement pour lui, c'est que sa deuxième année NFL, faut pas l'oublier non plus, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette saison sensationnelle, ce titre de MVP qui sera totalement légitime, où en effet vraiment il a transformé cette attaque de Baltimore qui a, comme je le disais la semaine dernière, mis de côté presque cette défense qui était la tradition locale. Il a vraiment permis à cette offense d'exploser, et là c'est vrai qu'il va se remettre déjà un petit peu dans cette spirale où on dit bon, ok, t'es bon en saison régulière, mais tu vaux quoi dans les moments chauds? Et c'est sûr que cette interception sur le premier drive, même si elle n'est pas totalement de son fait, ce drop de Mark Andrews, le fait d'être intercepté dès la première série offensive de Baltimore, est-ce que ça n'a pas commencé également à le faire dégoupiller un petit peu, avec Tennessee qui en plus a été hyper opportuniste, qui il me semble sur le turnover on down de Baltimore remarque instantanément dans la foulée. On s'est déjà retrouvé à 14-0, exactement encore une fois dans le même contexte de ce qui s'est passé l'année passée. Et c'est vrai que ça peut en effet expliquer des choses, une certaine nervosité qui est assez étonnante. Alors pourquoi elle est apparue dès la première interception, c'est un peu bizarre, mais oui, pour un joueur qui mentalement avait été plus que solide en saison régulière, c'est encore des points à éclaircir, je trouve. Après, ton rappel est quand même très très pertinent au sens où, en effet, ça fait quand même qu'une saison et demie qu'il est titulaire. On va très très vite maintenant pour remettre en cause dans un sens, dans l'autre, etc. Bon, ça reste quand même un très bon début de carrière. Il y a des tas de quarterbacks qui ont pas remporté le titre à leur deuxième année. On va pas tout de suite le clouer au pilori. Il va revenir l'année prochaine et l'année d'après. Voilà, on est assez d'accord là-dessus. Je pense. Moi, j'en ai parlé dans le fauteuil dimanche. Ce que je disais, Peyton Manning, il n'a pas gagné en playoff ni sa première, ni sa deuxième, ni sa troisième, ni sa quatrième année, Dan Marino non plus, enfin voilà, donc mais oui, cette frustration et cette nervosité en tout cas était assez et si tu me permets Alain, je sais pas si t'es enchaîné sur le coaching staff, mais vu qu'on va devoir parler de Tennessee, je me permets d'enchaîner là-dessus. Mais alors moi c'est vrai que je m'interroge un peu parce que on peut pas là aussi comme en 2018, on peut pas mettre de côté l'importance du coaching staff. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui sont un peu tombées, qui ont tiré à boulet rouge sur John Harbaugh, etc. Je pense plus que c'est Greg Roman qui s'est un peu liquéfié dans son appel de jeu, mais ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que ça fait 2 années donc que Baltimore a des soucis offensifs sur des matchs de playoff que dispute Lamar Jackson, et c'est 2 coordinateurs défensifs différents, puisqu'on avait tenu exactement les mêmes propos pour Morningweg. Donc c'est vrai que Jackson, avec tout le talent qu'il a, avec toutes ses qualités d'athlète hors norme, et ce qu'on a encore du côté des coordinateurs qui l'entourent, est-ce qu'on est encore pleinement conscient, on va dire, de toutes ses forces et faiblesses? C'est pas sûr, parce que là, en l'occurrence, je suis pas sûr et certain, malgré le scénario du début de match, que faire lancer, il y a combien, 59 ballons à Lamar Jackson? 59, ouais. Je suis pas sûr que lui faire lancer 59 ballons, c'est lui rendre service, surtout avec ce que tu évoquais tout à l'heure, ces failles, voilà, c'est les failles mentales qu'on a rapidement identifiées en début de rencontre. Et ça, en l'occurrence, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il a un panel de receveurs suffisamment large? Ça moi, j'allais venir là-dessus. Voilà, j'allais venir là-dessus. Ouais. À sa décharge, il est peut-être le moins bien entouré dans ce week-end en termes de cible. Marquise Brown est un bon joueur. Oui, il fait des super catchs. Pas grand-chose. Mais pas grand-chose, quoi. Bien sûr, et puis l'autre question, et ça c'est lié au fait que Lamar Jackson est beaucoup trop lancé selon moi, c'est que oui, Mark Ingram est absent, mais t'as d'autres coureurs que t'aurais pu utiliser.
t'as fait de ce jeu lourd, on va dire, ou en tout cas ce jeu extrêmement axé sur la course, un leitmotiv tout au long de la saison avec pas mal de rotations, mine de rien, même quand Ingram n'était pas le porteur principal. Un Gus Edwards est très peu utilisé sur ce match. Un rookie, Justice Hill, qui avait montré de bonnes choses de temps en temps, n'a pas été utilisé du tout au niveau du jeu à la course. Et c'est aussi là-dessus où j'ai du mal à comprendre que tout ce qui a fonctionné, Lamar Jackson ou pas Lamar Jackson, difficulté plus évidente sur ce match-là que pendant la saison régulière ou pas. Pourquoi on s'est pas plus focalisé, on n'a pas justement essayé de lui retirer cette pression en misant sur d'autres pièces au niveau du backfield offensif? Ouais, non mais oui, clairement de ce côté-là, en effet, l'absence d'Ingram n'explique pas tout parce qu'il y avait d'autres options. Mais moi, encore une fois, je reste sur le fait que l'axe de l'intersaison, ce sera de l'entourer, de lui mettre des cibles. Parce que quand tu vois qu'en face, Tannehill a AJ Brown, Corey Davis, Jonnu Smith et Delaney Walker qui était blessé, mais il y a du matos. Du côté de Baltimore, ça reste une des lacunes. Après, on peut pas tout construire en même temps. Ça va venir aussi petit à petit. Ce sera, à mon sens, un des axes. Bon, ça reste quand même une défaite très surprenante. On peut pas dire le contraire. Que Baltimore, encore une fois, je me répète, mais qu'une des plus grosses attaques, une des attaques les plus explosives cette saison ne marque que 12 points contre Tennessee. Oui, c'est sûr que c'est une sensation en tant que telle, et en effet, Baltimore était presque le principal favori sur toutes les confrontations du week-end. Et là, oui, on va dire, ils ont pris la porte façon boomerang de manière assez inattendue sur ce match-là, mais c'est tout au mérite, on dira, des Titans de ce qu'on en a vu. Alors, ce qu'ils ont pris sur le nez, c'est aussi Derrick Henry, 195 yards en 30 courses. Sa ligne a fait un boulot énorme. Alors, cette défense de Baltimore n'était pas verrouillée contre le sol. Ils autorisaient 4,4 yards par course. Ils étaient 21e en NFL sur cette stat-là. Mais de toute façon, comment tu arrêtes un mec comme ça, surtout quand il y a une ligne comme ça pour lui ouvrir le chemin? Comment tu fais? C'est impossible. Visiblement, c'est compliqué. J'ai vu quelques stats passer. Je crois qu'en 4 matchs de playoff, il est à un peu moins de 600 yards. C'est un record, je crois. Ouais. Sur ses 4 premiers matchs de playoff, il a le record de yards au sol. Il a fait au moins 180 yards, je crois, sur les 3 derniers matchs disputés par Tennessee, si j'ai bien vu passer la stat. C'est très possible. Là, c'est un degré supérieur. On sait que forcément, depuis l'arrivée de Ryan Tannehill et le fait peut-être qu'avec Mariota, l'attention était un peu plus focalisée sur lui, mais en tout cas là, c'est vraiment difficile en termes de. C'est vraiment façon bulldozer, pour le stopper, c'est très très compliqué. Et tu le disais, c'est vrai qu'en plus la ligne offensive, alors l'intérieur c'était déjà un peu moins problématique que l'extérieur, même si on avait un Roger Saffold qui a mis beaucoup de temps à s'intégrer dans cette équipe de Tennessee. Mais l'intérieur, à mon sens, posait un peu moins de questions. Mais là, ouais, c'est sûr que si déjà il a une première fenêtre qui arrive à s'ouvrir, après pour les yards après contact, c'est du régal pour lui. Et c'est sûr que Baltimore a jamais été capable. À partir du moment en plus où Tennessee a besoin de jouer la montre parce qu'ils ont un avantage substantiel contre cette équipe de Baltimore, c'est sûr que là, le ball control, ça devient beaucoup plus facile avec un tel phénomène physique, athlétique, et capable, encore une fois, de répéter les efforts et d'aller chercher les premières tentatives de la manière dont il est capable de le faire. Ah, c'était incroyable. La seule manière de l'arrêter, visiblement, c'est de le laisser courir sur 60 yards, qu'il soit épuisé, et de le plaquer 10 yards avant la end zone, puisque c'est le seul truc qui a marché. Mais non, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Du coup, c'est incroyable. Bon, le boulot de la ligne est à souligner, parce que c'est vrai qu'ils ouvrent aussi des brèches assez costauds. Mais voilà, il est le moteur. Ryan Tannehill est à 7 sur 14, 88 yards de touchdown, et lui, il fait pas d'erreur. Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que ça suffit? Il fait pas d'erreur et il est décisif. Il va chercher un first down là, un petit touchdown au sol, une grosse passe de temps en temps sur 3e tentative, et ça suffit. Oui, non, c'est ça. Et puis sur ce match-là, très clairement, alors Derrick Henry est encore une fois énorme, on l'a dit. En plus, il y a sa passe de touchdown que j'ai pas citée. Mais enfin voilà, Ryan Tannehill, en effet, il a été relativement discret, il a pas fait d'erreur, et pourtant il tente quand même cette bombe qui est réceptionnée par Khalif Redmond. Donc très franchement, c'est pas un match encore peut-être référence pour Tannehill, mais en tout cas, c'est un match où lui, à l'instar de ce qu'on a vu du côté de New England, et pourtant il affronte pas que des défenses de peintres, je veux dire New England et Baltimore. En tout cas, Baltimore, même si c'est pas aussi dominant que ces dernières années, je veux dire, c'est quand même des défenses, c'est quand même des équipes qui en règle générale sont quand même bien coachées et qui sont capables d'identifier les failles des quarterbacks relativement moyens de la ligue, ou en tout cas dans le milieu du panier, et pourtant il arrive à rendre une copie plus qu'honorable, malgré, en effet, pour le coup, malgré le casting qui est autour de lui. Enfin, AJ Brown, il fait 9 yards sur ce match-là, Corey Davis a un seul catch pour 3 yards aussi de son côté, même si c'est pour un TD.
Enfin, c'est pas non plus. Il a pas encore des receveurs superstars, même si AJ Brown commence à prendre cette envergure-là, et pourtant il a été plus qu'efficace et bien aidé, notamment avec. Encore une fois, je te dis, avec pas mal de cibles, un Raymond notamment qui a été assez précieux. Donc c'est solide. Je sais pas si ça ira jusqu'au bout. J'ai du mal à être aussi enthousiaste que beaucoup, mais en tout cas, ça reste plus que cohérent. Et pour l'instant, on arrive à l'utiliser avec parcimonie, avec bon escient, on dira. C'est sûr qu'en termes d'efficacité, 2 touchdowns pour 7 passes complétées, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est un bon ratio. Par rapport Lamar Jackson en complète 31, 59 lancés, il a qu'un seul touchdown. Hein, donc en termes de ratio, là. Et puis il joue quand même contre Marcus Peters et Marlon Humphrey. Donc je veux dire, il y a quand même en termes de capacité. Et puis j'ai pas cité Earl Thomas, même si il est plus dans ses premières années. Il y a quand même 2-3 clients pour éventuellement le punir s'il y a des erreurs. Donc, clairement. Bon, en tout cas, c'est la belle histoire de ces playoffs. Tennessee, on en reparlera jeudi. Dans la preview, ils iront à Kansas City affronter les Chiefs qui l'ont emporté 51-31 contre les Texans. 52 points en première mi-temps dans ce match, c'est un record historique en playoffs. Les Texans menaient 24-0. Ils ont pris 41 points de suite. Ils ont pris 7 touchdowns sur 7 séries offensives de suite, après avoir mené 24-0. Est-ce que les Texans ont juste profité d'une faiblesse passagère des Chiefs, ou bien est-ce que Bill O'Brien s'est complètement troué? Ou bien les deux. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce que tu viens d'expliquer, mais alors, je sais pas si le début de match réussi d'Houston est uniquement lié au fait que du côté de Kansas City, on était un petit peu la tête dans le sac, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de drops de la part des receveurs de Kansas City. Ouais. Il y a une certaine fébrilité sur l'équipe spéciale, notamment à l'image du punt bloqué pour un touchdown. Après, du côté d'Houston, on a fait le boulot. Il y a un premier drive qui est parfaitement bien mené avec le TD de Kenny Stills. Globalement, on sentait, à l'instar justement de Tennessee la veille, que cette équipe de Houston, elle arrivait quand même avec pas mal d'intentions, et que les erreurs en tout cas de Kansas City allaient se payer cash, parce qu'ils marquent quasiment tout le temps. Je veux dire, que ce soit le muff punt de Tyreek Hill, chaque phase, chaque erreur de la part de Kansas City globalement était payée cash derrière. Donc c'est vrai que certes, Kansas City a donné le bâton pour se faire battre, mais derrière, il faut quelqu'un pour réussir à bien maîtriser le bâton. Et en l'occurrence, Houston, dans le premier quart-temps, a vraiment été difficile à jouer. Mais ça, je pense que tout le monde l'a vu, il y a quand même ce moment clé, ce fake punt joué par Bill O'Brien, qui tue littéralement tout momentum pour Houston, quoi. Alors, il y a un double moment clé. Tiens, on va revenir là-dessus. Choix de coaching. 4e et 1 sur les 13 yards de Kansas City à 21-0 pour Houston. Ouais. Il prend le field goal qui lui fait mener 24-0. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu jouer la 4e et 1 pour aller chercher encore un touchdown et enfoncer le clou? Non, moi sur le principe ça me choque pas, parce que si Kansas City fait un stop sur cette action-là, justement le momentum peut également revenir de leur côté. Donc sur celui-là on est d'accord, ça les met à 4 possessions, moi ça me choque pas non plus. Là où en effet tu le dis bien, ça devient incohérent, c'est que sur la possession suivante, 4e et 4 sur ses propres 31 yards, cette fois il est dans son terrain, à 24-7, il tente une feinte de punt et ça ne marche pas. Il y a une très belle action de Sorensen pour stopper tout ça. Mais oui, là c'est complètement, ça n'a aucun sens quoi. Alors évidemment, tu as l'air d'un génie si ça passe, etc. Mais c'est ce qu'on dit de toutes les âneries quoi. Donc là, en l'occurrence, ça ressemble à une ânerie. Tout le monde voit que c'est une erreur à ce moment-là. Et derrière, ils n'existent plus quoi. Ils se font aplatir. C'est surtout que, encore une fois, après, si tu mènes, admettons, s'il mène encore 24-0 à ce moment-là, il dit il y a peut-être éventuellement, c'est un peu de l'excès d'enthousiasme, mais en tout cas, éventuellement, tu peux te dire le momentum n'a pas complètement changé de bord, sauf que juste avant, en effet, t'as le retour important de Mecole Hardman, t'as le touchdown dans la foulée, le premier touchdown pour Kansas City, et c'est vrai que déjà, il y a des choses qui reviennent quand même du bon côté pour les joueurs d'Andy Reid. Donc c'est vrai que en plus, derrière, te permettre cette petite facétie alors que t'es dans tes 30 yards et pas forcément aux alentours des 50, ça tue dans l'œuf tout le momentum que t'avais. Et Kansas City, il marque, il recolle assez vite. Il mène au score à la mi-temps, je crois. C'est 28-24 à la pause. Hein. C'est ça, 28-24 à la pause pour Kansas City. Ils ont marqué 4 touchdowns dans le deuxième quart, pardon. Et après, et dès la pause, tu te dis, c'est fini, ils sont sonnés. Et à aucun moment, t'as l'impression qu'ils peuvent revenir après. Hein. Et ils mettent pas un truc genre 3 touchdowns en 5 minutes ou quelque chose dans le genre? Je sais même plus. En 3 minutes, il y a 3 touchdowns en 3 minutes 30 et des poussières. Ouais, donc c'est ça. C'est déjà une équipe comme Houston qui a pas respiré la sérénité, la régularité tout au long de cette saison, qui
qui a quand même été poussé dans ses derniers retranchements la semaine dernière contre Buffalo, alors qu'ils étaient censés être favoris. Là, ils démarrent ce match-là, ils voient une équipe de Kansas City qui est pas dedans, ils prennent largement les devants, et ils ont un head coach qui leur tire une balle dans le pied, alors que très franchement, la première mi-temps, on va peut-être en parler tout à l'heure de Kansas City, mais j'ai pas trouvé les Chiefs totalement sereins, et là, en l'occurrence, ils leur donnent des munitions, ils se mettent quasiment à bout portant, et ils leur disent, allez-y, tirez, quoi. À un moment donné, ça devient un peu trop simple, quoi. En parlant de sérénité, moi il y a un truc qui me choque. Apparemment, en conférence de presse, Bill O'Brien a dit on considérait que pour gagner ce match, il fallait qu'on mette 50 points. C'est pas une grande preuve de confiance en ta défense. Non, mais c'est particulier de dire ça quand même. Bien on sûr, allait prendre 50 pions, il fallait qu'on en marque 51 pour gagner. Mais c'est ça. Et puis, alors, moi, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de me faire passer pour un génie. J'en parlais jeudi, justement, de ce côté, si on essaie de partir dans une guerre de points contre Kansas City, ça va être compliqué. Alors, forcément, une fois que t'as dit ça, tu donnes pas forcément le plan de jeu pour essayer de gagner le match. Mais là, t'es quand même dans une situation où, encore une fois, en étant appliqué sans forcer ton talent forcément, t'es à 24-0 à l'extérieur contre un des grandissimes favoris depuis du coup que Baltimore a été éliminé la veille. Je veux dire, t'as quand même moyen d'essayer d'être un peu plus conservateur que surtout que Bill O'Brien, voilà, on l'a targué de gourou offensif. Je suis pas sûr que ce soit le mec le plus fantaisiste en termes d'attaque NFL ces dernières années. Il y a moyen quand même d'essayer d'assurer un minimum et de freiner cette équipe de Kansas City plutôt que de redonner une possession à Patrick Mahomes dans tes 30 yards, quoi. Donc c'est là-dessus où oui, le raisonnement, j'ai du mal à le comprendre, justement, mise sur ta défense qui est à 24-0 en fin de premier quart et qui, mine de rien, arrivait à poser des problèmes à cette attaque de Kansas City, même s'il y avait des drops. Et moi je reviens sur la deuxième mi-temps, mais en plus derrière, je vois pas à quel moment en fait en deuxième mi-temps, je sais pas comment ils peuvent faire pour stopper l'hémorragie parce que ils ont l'air sonnés. Il y a plus tu disais de momentum ou quoi que ce soit, et il y a pas de suspense quoi dans la deuxième mi-temps. Ils ont l'air complètement sonnés. On voit aucune solution pour stopper l'hémorragie. C'est ça. Et en plus, en attaque, on revoit les Texans qu'on connaît. C'est là que tu disais justement Bill O'Brien et le côté offensif. On revoit Watson qui snap et qui se débrouille comme il peut quoi. Ça va un peu à droite, un peu à gauche. Là, il y a une solution. Là, il y en a pas. Et plus le match avançait, plus il avait l'air seul, plus il avait l'air abandonné par son coach notamment, alors qu'au début de la rencontre ça pouvait avoir l'air à peu près cadré. Il se retrouve à 31 sur 52 avec 388 yards et 2 touchdowns, mais vraiment il se retrouve au fur et à mesure, vraiment j'ai l'impression de plus en plus seul, même dans l'esprit, même dans le coaching, il n'y a plus rien quoi. Non mais je suis d'accord avec toi. Après c'est sûr qu'il y a alors si tu veux déjà parce que du coup t'as évoqué deux phénomènes. Déjà en défense, c'est sûr que ce qui a pas aidé non plus, c'est les nombreuses pénalités qui ont été à l'encontre des Texans, notamment les interférences de passe. Et sur ce match-là, on a rapidement identifié a priori côté de Kansas City que Lonnie Johnson, le rookie, était un petit peu débordé. Il prend au moins 2 mouchoirs de pénalité sur des phases d'interférence. Et pour revenir à l'attaque, malheureusement, c'est vrai que pour le coup, moi qui ai souvent été critique sur la O-line, je trouve qu'ils ont laissé un petit peu de temps quand même à Deshaun Watson. Oui. Et j'ai pas trouvé que la pression était dinguissime non plus. Après, il y a aussi ces petits excès de Deshaun Watson à vouloir peut-être un peu trop garder le ballon, à vouloir peut-être un petit peu trop contourner en se disant je vais avoir une bonne fenêtre de passe pour un jeu profond, etc. Et au final, tu te retrouves, même en l'absence de Chris Jones, leur defensive tackle star, tu te retrouves avec des défenseurs de Kansas City qui sont capables de choper un petit peu le pied, de réussir à lui faire perdre l'équilibre. Et c'est vrai que ça a aussi été préjudiciable, je trouve, pour Houston, même si là encore, comme pour Jackson tout à l'heure, d'un point de vue purement statistique, tu peux pas critiquer la prestation de Watson. Après, on est aussi dans une situation où en deuxième mi-temps, le jeu à la course a été un petit peu oublié, alors que Carlos Hyde fait un début de match qui est assez encourageant. Et voilà, tout s'est délité petit à petit du côté de Houston, même du côté des équipes spéciales, rien n'a fonctionné parce qu'on a parlé du fake punt tenté par Bill O'Brien, mais il y a ce fumble absolument grossier sur le retour qui suit le touchdown de Kansas City pour revenir à 24-14. C'est vrai. Dans tous les compartiments du jeu, il n'y a pas un secteur où j'ai la sensation que Houston a vraiment réussi, comme tu disais, à stopper l'hémorragie. Et Deshaun Watson, en effet, se retrouve un petit peu seul et se sent obligé de reprendre son espèce de rôle de héros, quitte à trop garder le ballon et à concéder des sacs un peu évitables. Alors du côté du positif, on va passer à Kansas City. Tu l'as dit, il y a un début de match difficile évidemment. Alors ils ont eu une semaine de repos. Ils arrivent, il y a des erreurs de concentration. Il y a un punt relâché par Tyreek Hill. Il y a beaucoup d'erreurs. Après, moi j'ai du mal à prendre ça comme significatif au sens où
Oui, c'est un début de match raté. Vaut mieux que ça arrive là, maintenant, contre Houston. C'est probablement une bonne claque pour eux. Ça va les reconcentrer, ça va les remettre dedans. Mais ils ont tellement de talent. Ils sont tellement explosifs en attaque. Et on l'a dit toute la fin de la saison régulière, ils piquent au bon moment, quoi. Patrick Mahomes est à son meilleur. Il a 23 sur 35, 321 yards, 5 touchdowns. Travis Kelce, 10 réceptions, 134 yards, 3 touchdowns. Ils ont des mecs qui peuvent courir à 10 000 à l'heure dans tous les sens avec Tyreek Hill et Mecole Hardman. Ils vont être quand même ultra durs à prendre pour les défenses d'en face. Si tu regardes d'un point de vue offensif, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr, alors moi la première mi-temps, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que le play call d'Eric Bieniemy m'a un peu étonné. Alors je sais pas si c'est spécifiquement le play call de Bieniemy ou la manière de jouer de Mahomes, mais c'est vrai que c'est côté un petit peu toute petite passe de 2-3 yards un peu en diagonale. Je sais pas s'il y avait un côté craintif justement. Alors est-ce que c'est lié au début de rencontre, mais il me semble que dès le premier drive, on a justement ces espèces de petites passes un petit peu simple. Quand on sait ce qu'est capable de faire Patrick Mahomes, comment il est capable d'être explosif dans les airs, ça m'a un petit peu étonné ce côté un petit peu conservateur. Et voilà, à partir du moment où derrière tout a roulé, Mahomes a pris un peu plus de risques, a été capable également d'étaler le jeu au sol, d'aller chercher pas mal de premières tentatives à la course qui ont fait beaucoup de bien à cette équipe de Kansas City et qui ont permis à la machine de continuer à être en route. En défense, je suis quand même un peu inquiet. En défense, je suis quand même un peu inquiet. Je le disais, la ligne offensive de Houston a quand même été assez cohérente. Certes, il manquait leur principal star, on le répète, à savoir Chris Jones au milieu. Ouais. Mais il y a quand même un déficit de pression. Il y a quand même un backfield qui me rassure pas à 100%. Et on le disait, il y a Hopkins qui fait un bon match. Il y a Fuller également qui est sorti du chapeau quand il le fallait. Ils vivent un peu sur leur playmaker. Ils vivent sur Frank Clark à 3 sacs, sur Tyrann Mathieu un peu en leader. J'ai l'impression que si Kansas City veut espérer gagner le Super Bowl, il faudra que ce soit un scénario type Eagles-Patriots, quoi. Dans un autre type de scénario, j'ai du mal à les envisager gagner un Super Bowl façon saison dernière. De toute façon, on n'est pas encore dans la preview, mais ça va pas être facile pour eux face à Tennessee, face à une attaque sérieuse, appliquée et physique. Ça va pas être facile pour eux, clairement. Non, c'est ça. Une très bonne ligne offensive. La finale AFC, en effet, elle n'est pas jouée. Et comme tu dis, de toute façon, on sait que c'est le point faible de cette équipe. Offensivement, ils peuvent être délirants. Oui, après, sur 2 matchs maintenant, est-ce qu'ils peuvent suffisamment serrer les boulons, gratter 1 ou 2 ballons sur équipe spéciale, une interception quelque par-ci c'est pas impossible. Mais oui, après, ils vont pas verrouiller les équipes d'en face à 10 points, quoi. Voilà, c'est la seule chose qui me fait peur. Après, on a retrouvé en effet après un moment, alors est-ce que c'est lié à la bye week ou pas, mais un moment de tâtonnement qui a fort heureusement pour eux et grâce à l'aide du coaching staff adverse été corrigé par la suite. On passe à la conférence NFC, 49ers 27, Vikings 10, 147 yards au sol pour les Vikings, 147 yards au total pour les Vikings, 21 au sol. Alors ce qui est le plus dingue, c'est qu'ils ont 147 yards, mais ils ont 79 yards sur leur second drive, celui où ils marquent un touchdown. Ça veut dire qu'en gros, il leur reste 70 et des poussières de yards sur le reste du match, quoi. Ils n'ont pas existé. Ouais, je crois avoir vu passer il y a 7 first down, je crois, au total pour Minnesota sur ce match-là. C'est très possible, dans ces eaux-là. J'ai noté que les yards, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux face à cette défense ? Parce que c'est très fort en face quand même. Oui, c'est ça. Alors il y avait des retours du côté de San Francisco, ça explique pas tout, puisqu'on découvre pas que cette défense est incisive, même si elle avait eu un petit coup de mou en fin de saison régulière. Il me semble qu'il y avait une période où ils étaient à 5 sacs sur 5 matchs. C'était pas tout à fait les standards qu'on connaissait du San Francisco du début de saison, et c'est ce qui m'inquiétait un petit peu en amont sur cette partie-là, surtout de ce qu'on avait vu de Minnesota dans les tranchées. Là, en l'occurrence, oui, ils ont totalement annihilé la ligne offensive adverse, avec encore une fois un Nick Bosa qui a été absolument partout, bien suppléé en effet par Dee Ford, dont le retour a été salvateur. Et puis il y a cette petite erreur en effet qui coûte cher de Witherspoon qui permet à Stefon Diggs d'aller chercher le touchdown. Mais hormis ça, je veux dire, la copie elle est quasi parfaite, et on a malheureusement pour Minnesota retrouvé le Kirk Cousins qu'on connaît, qui se retrouvant le principal dépositaire du jeu offensif de Minnesota, a fini par un petit peu se liquéfier, avoir des trajectoires de passe qui n'étaient pas très très bien assurées, et ça n'a pas forcément permis à cette attaque des Vikings d'avancer de manière efficace. Donc avec 10 points, la défense de Minnesota n'a pas été catastrophique, même si en face il y avait un jeu au sol qui était bien huilé malgré les petits pépins physiques de Matt Breida.
Mais on peut pas espérer continuer l'aventure en play-off avec une attaque autant grippée et autant pris à la gorge, quoi. Après, je trouve ça un peu dur pour Kirk Cousins quand même. Évidemment, il est pas parfait, mais en face, enfin, il prend 6 sacs. C'est une armée en face. Il n'y a pas de jeu au sol. Dalvin Cook est à 9 courses pour 18 yards, donc 2 yards par course. Bon, Kirk Cousins est pas ouf, mais il est à 21 sur 29, 172 yards, un touchdown, une interception. Comme tu dis, il peut pas prendre les choses en main. Ça c'est sûr. Il aurait fallu qu'il soit mieux entouré. C'est pas le quarterback qui va prendre c'est pas Russell Wilson. On va en parler après. Il peut pas faire du Russell Wilson et essayer d'aller chercher des choses au sol, à la passe comme il peut. Mais oui, après, j'ai du mal à lui mettre sur le dos parce que encore une fois il est limité, mais ils ont tellement limité du coup tout ce qu'il y avait autour pour le mettre dans ses mains que voilà. Je suis d'accord avec toi, Alain, sauf que moi j'en avais déjà parlé lors du match à la Nouvelle-Orléans. Moi, ce qui m'embête concrètement avec Kirk Cousins, c'est qu'on n'a pas la sensation que c'est un quarterback qui peut vraiment installer un rythme cohérent et régulier sur tout un match. C'est beaucoup de fulgurance dans le jeu profond. Et là, encore une fois, à la Nouvelle-Orléans, c'était pareil. Le touchdown qu'ils vont chercher de Kyle Rudolph, c'est un big play qui est catché par Adam Thielen. Ce match-là, le seul touchdown qui marque, c'est un touchdown sur jeu profond. Kirk Cousins n'arrive pas, je trouve, à imprimer un certain rythme, même si là, il peut pas faire grand-chose, en effet, de par le jeu au sol qui est vraiment pris à la gorge et qui a annihilé, en même temps que 10 courses du côté de Minnesota, pareil, j'ai trouvé le play call un petit peu douteux. Mais en tout cas, tout n'est pas de son fait, mais malheureusement, quand il doit être le dépositaire du jeu offensif de Minnesota, c'est pas forcément celui qui est capable de calmer le jeu et de dire « Attendez les gars, on va poser le truc petit à petit, etc. » Voilà, s'il est bien muselé, et San Francisco, comme ils l'ont fait tout au long de la saison, a été capable de contrôler globalement, hormis l'erreur de Witherspoon, le jeu profond de Minnesota, ça devient quand même beaucoup plus compliqué pour Cousins. Oui, mais c'est pour ça que je disais ça, c'est que c'est pas le seul quarterback en fait dans cette configuration-là en playoff, c'est pas le seul à pas imprimer le rythme de l'attaque. Enfin, Garoppolo en face a pas non plus imprimé le rythme. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, si on prend en compte qu'on connaît cette limitation-là, du coup, oui, dans ces conditions-là, il pouvait rien faire, quoi. Sans jeu au sol, c'était quand même mission impossible. Tiens, on le répète, après le touchdown, l'autre stat qui est marrante, après le touchdown, ils ont eu 7 possessions, ils ont gagné 8 yards. Voilà, 8 yards sur les 7 possessions suivantes, dont 6 3 and out, donc ils ont gagné qu'un seul first down en 7 possessions. Mais encore une fois, ils ont été complètement annihilés, donc il n'y a pas grand chose à dire. Nick Bosa, quand même, pour le mentionner, 6 plaquages, 2 sacs, 3 quarterback hits, 1 passe défendue. Ils ont limité Minnesota à 6 sur 12 en 3e tentative et à 21 minutes de possession. Donc voilà, ils ont littéralement pas existé, ils ont quasiment pas eu le ballon. Du côté de San Francisco, il y a quand même une autre chose que la défense, c'est le jeu au sol. 47 courses, 185 yards, Mostert, Coleman, la ligne qui ouvre, eux qui trouvent patiemment les brèches. C'est très très beau à voir jouer quand même ce jeu au sol de San Francisco, j'ai trouvé. Oui, en tout cas, on revoit une ligne offensive. Enfin, c'est même pas on revoit, c'est le cas depuis que Shanahan coach presque. Des lignes offensives qui restent extrêmement mobiles et qui cherchent avant tout à se faire respecter dans les tranchées. Et là, en l'occurrence, ça a vraiment été efficace pour permettre à Mostert et surtout à Coleman de faire sa grosse rencontre avec 2 touchdowns à la clé. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'inquiétait un peu, et t'en parlais, alors c'est vrai que Jimmy Garoppolo, j'avais quelques doutes. J'ai quand même été assez bluffé par les jeunes receveurs des 49ers sur ce match-là, parce qu'il y a quelques moments où sur des 3e tentatives, on s'est dit, tiens, peut-être que Minnesota va réussir éventuellement à les contenir. Il y avait des 3e et longues, etc., où on s'est dit, bon, ça va peut-être pas passer. Et puis on avait des catchs un petit peu compliqués de la part de Kendrick Bourne, de la part de Deebo Samuel, où ça a permis justement à cette équipe de San Francisco d'avancer petit à petit. Tu vois, pour le coup, alors, on est d'accord que Garoppolo, lui, il a compté sur son attaque au sol, très clairement. Mais voilà, ça s'est fait par à coup. Il n'y a pas eu de jeu profond, mais vraiment, San Francisco, petit à petit, s'est fait respecter, on dira, sur les différents drives offensifs qu'ils avaient. Et c'est vrai que le jeu au sol prenant confiance au fur et à mesure, ça a fini par être une boucherie et ça a été impossible à stopper de la part de la défense de Minnesota. Bon, tu l'as bien dit, par contre, Garoppolo, il y a eu quelques lancé hasardeux, dira-t-on, hein, il est à 11 sur 19, 131 yards, un touchdown, une interception. J'allais utiliser un mot que j'aime pas utiliser. J'allais dire, est-ce que c'est le point faible de cette équipe ? En un sens, il a pas peur. Ce que je lui reconnais qu'il a pas peur d'y aller sur certaines passes, mais que des fois ça pourrait lui jouer des tours.
Après, c'est sûr que son interception, elle est vilaine. Et moi, c'est ce genre de choses qui me fait dire, et qui m'a fait dire en l'occurrence lors de l'émission preview, qu'en effet, du côté de Garoppolo, j'étais pas certain à 100% de sa capacité à vraiment mener les Niners au bout. Peut-être qu'il le fera, c'est tout ce que je souhaite à Garoppolo et aux Niners. Mais c'est vrai qu'il y a encore ces petites phases de jeu, ces petites interceptions où... Là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un excès de facilité, je pense que c'est tout simplement sous-alimenté, mais c'est vrai que c'est une interception qui est quand même assez coûteuse dans la moitié de terrain des 49ers, et heureusement que la défense a été capable de stopper Minnesota, ou en tout cas de limiter la casse, parce que ça aurait pu avoir des conséquences un peu plus fâcheuses par la suite. Mais je te rejoins, je ne suis pas plus rassuré que ça. Le jour où ils arrivent à tomber sur une défense qui arrive vraiment à bien freiner le jeu au sol, ça peut quand même être quelque chose d'un petit peu plus compliqué offensivement pour San Francisco, voire rédhibitoire dans l'optique du Super Bowl. Est-ce que cette défense pourrait être celle des Packers? Les Packers qui ont battu les Seahawks 28-23, c'était le dernier match du week-end. Est-ce qu'on peut dire, Grégory, dans ce match, que la meilleure équipe a gagné et que le meilleur joueur a perdu? Ouais, si tu veux. Enfin, le meilleur joueur du match? Ça dépend ça dépend qui c'est pour toi. Moi, je sais Russell, pas. J'ai bien aimé Davante Adams. J'ai bien aimé Davante Adams aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que Russell Wilson tient à peu près son équipe à bout de bras, quoi. Malheureusement, c'est un phénomène qui se répète année après année pour les fans des Seahawks. Donc, je connais pas la politique en interne de Seattle. Je sais pas si le fait d'avoir un quarterback aussi mobile, aussi apte à se débrouiller, est-ce que c'est pas contre-productif, on dira, pour l'intéresser lui-même, où ils se disent tiens, bon, finalement. On lui donne deux bouts de ficelle et puis il arrive quand même à se débrouiller, donc autant qu'on privilégie d'autres postes. Je sais pas trop, mais c'est sûr que sur ce match-là, oui, il a encore fallu qu'il se débrouille. Oui, il y a eu une grosse pression, notamment de la part des Smiths du côté du front seven de Green Bay. Et oui, il a fallu essayer, mais c'est quand même un peu dommage qu'offensivement, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques du côté de Seattle, avec pourtant un Tyler Lockett que j'ai pas trouvé inintéressant. Mais c'est sûr que excellent. Voilà, les blessures au niveau du backfield offensif ont fait très mal à Seattle dans la dernière ligne droite, et à ça t'ajoutes également la ligne offensive où il y a une infirmerie qui est un peu remplie, mais de toute façon de base les titulaires sont pas forcément aussi satisfaisants que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Et oui, Russell Wilson va quand même arriver à un âge où il pourra peut-être plus autant être mobile que ce qu'il a pu être au début de sa carrière, et il va peut-être falloir penser enfin à l'assister efficacement pour en faire quelque chose de potable, quoi. Et bon, il y a des appels de jeu encore un petit peu bizarres de Schottenheimer, mais ça devient un petit peu une habitude du côté des cordeaux de Seattle ces dernières années. C'est dommage parce qu'en fait, je trouve que la défense de Seattle a pas forcément démérité. Il y a quelques points faibles, un match compliqué pour Flowers en effet, notamment devant Davante Adams. Mais voilà, après, est-ce que cette défense de Seattle, elle passe pas loin, alors que franchement, ils n'ont pas eu que des éléments en leur faveur tout au long de cette saison, et je pense que ça peut laisser des regrets du côté des fans. Ouais. Disons que la défense a été bonne par moment, mais elle a un peu craqué sur certaines troisième tentatives que Green Bay va chercher aussi. Oui, après voilà, il y a Rodgers. Enfin, on va parler de Green Bay tout à l'heure. Excuse-moi, j'anticipe. On va parler de Green Bay tout à l'heure. Vas-y. Non, mais j'allais juste finir sur l'attaque de Seattle en demandant est-ce que tu penses qu'ils devaient y aller sur 4ème tentative en fin de match, 4ème et 11 sur leurs 36 yards, 2 minutes 30 à jouer? Le score était à 28-23, c'est ça? Il était toujours 28-23, je m'embrouille entre les matchs, mais oui, Pete Carroll a dit 4ème et 11 c'était trop long, on y serait allé sur 4 et 5 ou 4 et 3. Ouais, ça se tient. Après, c'est sûr que par rapport au fait qu'on sait que Seattle a souvent été une équipe qui était quand même apte à prendre pas mal de risques et tout, oui, ça aura pu se tenter. Est-ce que c'est sûr qu'après, si tu perds le ballon, sinon c'est voilà, là à ce moment-là, c'est cuit, et même avec un field goal, tu te mets quand même pas mal en difficulté. Mais c'est sûr que je peux comprendre que ça surprenne. Après, je pense que je l'aurais tenté. À titre personnel, même si ça n'arrivera jamais, mais je pense que ça aurait pu se tenter. Tu veux dire que tu es pas candidat à un poste de coach en NFL? En tout cas, on a du mal à me rappeler pour l'instant. Mais non, j'aurais pu être amené à le tenter. Après, encore une fois, je me dis c'est sûr que c'est risqué et ça peut vite être à double tranchant.
Du côté de Green Bay, il y a quand même un bel effort défensif. 5 sacks, Zadarius Smith et Preston Smith à 2 chacun. Pas mal de pression, tu l'as dit. Green Bay gagne aussi là. On a beaucoup parlé de leur défense cette année. Sur ce match-là, elle a plutôt répondu présent. Oui, bah c'est un peu ce que j'attendais de voir. On sait que Mike Pettine a quand même construit une défense très très solide tout au long de cette saison. Et là, en effet, contre Seattle, qui malheureusement était un petit peu unidimensionnel en l'occurrence, donc un peu plus facile, même si le terme est quand même plutôt mal choisi, un peu plus facile à maîtriser, en tout cas moins de menaces à surveiller. C'est sûr que du côté de Green Bay, le front seven a parfaitement fait le boulot. Du côté du backfield, on a été parfois un peu plus en difficulté. J'ai pas trop compris pourquoi on a mis spécifiquement Kevin King sur Tyler Lockett. J'aurais peut-être plus vu Alexander sur lui. Mais bon, en l'occurrence, c'est un choix qui a été fait, qui au final est concluant, parce que Seattle revient à 28-23, mais je veux dire, offensivement, Seattle a quand même pas mal galéré pendant longtemps en attaque. Mais c'est sûr que oui, si cette défense-là est aussi intense, on dira, et aussi appliquée du côté de San Francisco, on peut avoir une finale NFC extrêmement ouverte et disputée, ouais. Alors, pour la 17e fois de la saison en 17 matchs, est-ce qu'on est rassuré par l'attaque des Packers? Point d'interrogation. Alors, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, et j'attendais que du coup qu'on parle de Green Bay pour en parler. Cette équipe de Green Bay, elle me rappelle quand même beaucoup les Pats l'année dernière. C'est-à-dire ce côté où, alors je dis pas que c'est fait consciemment, mais ce côté où en gros on dit bon, Aaron Rodgers, c'est pas notre maître à jouer, mais c'est celui qui en mode playoff va peut-être être capable de nous faire justement les actions d'éclat pour justement compléter le bon jeu au sol, le bon travail sur les lignes, etc. Et malgré tout, on peut quand même dire que sur troisième tentative, Aaron Rodgers, il a quand même fait le boulot. Je veux dire, il va chercher cette première, bon, certes un peu contestée, cette première de Jimmy Graham dans la dernière ligne droite. Il y a cette connexion en effet avec Davante Adams qui est toujours aussi efficace. Donc c'est pas forcément le Aaron Rodgers qu'on avait l'habitude de connaître, c'est pas les mêmes standards, mais c'est un peu comme les Pats l'année dernière, c'est-à-dire que c'est un quarterback qui, de par son expérience, de par sa faculté à trouver les espaces et à trouver ses receveurs dans des fenêtres relativement réduites, peut réussir à faire la différence, notamment sur les phases de troisième tentative, et ça a coûté cher encore une fois à une défense de Seattle assez cohérente sur l'ensemble de la rencontre, mais qui a été incapable de stopper un quarterback de cette trempe. Et ce qu'il faut mettre au crédit des Packers et d'Aaron Rodgers aussi, c'est qu'il y a 0 ballon perdu. Seattle était 3e en NFL sur les ballons arrachés cette année avec 32 prises. Ça compensait notamment les lacunes sur les yards concédés de la défense. Et là, avec des Packers qui leur donnent rien, forcément, ça a aussi compliqué la tâche de Seattle pour gagner. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a le côté Aaron Rodgers, c'est propre, fait le taf. Oui, les stats sont pas folles. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je viens de voir, il fait 16 sur 27. Donc c'est vrai que c'est plus une question de ressenti, quoi. Mais comme tu l'as dit, quoi, sur la troisième tentative pour Adams, ça y va. Adams est là, il est à 160 yards et 2 touchdowns, donc il fait largement le boulot. La question, moi, peut-être que la question, ça reste encore de savoir est-ce qu'ils ont encore une vitesse supplémentaire. Est-ce que si ça accélère un peu, est-ce que s'ils jouent un Super Bowl par exemple face aux Chiefs, tu vois, je te donne une éventualité. Est-ce qu'ils peuvent mettre encore la 5e ou la 6e ou celle que tu veux, mais une de plus en tout cas? C'est là-dessus que j'ai encore des doutes. Et encore une fois, je veux pas empiéter sur la preview, mais il va y avoir des match-ups, notamment en termes de coaching, qui vont être assez savoureux. Shanahan, Lafleur, quand on connaît leur historique ensemble, quand on se rappelle que Shanahan était l'ancien coordinateur offensif de Mike Pettine, ça va être quelque chose. Et qu'en plus, il y a eu quand même des petites brouilles en interne du côté des Browns entre les deux. Ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant, et il peut y avoir un excès de motivation encore du côté de Green Bay, mais je sais pas. Aaron Jones peut faire un meilleur match statistiquement que ce qu'il a fait, c'est sûr, mais enfin après il faudrait aussi faire un match complet. Oui, non, mais c'est ça. Ça. Encore un trou. Parce que moi, tu vois, si on devait se poser la question, je vois plus San Francisco être capable d'élever son niveau de jeu par rapport à ce qui a été proposé ce week-end que Green Bay, paradoxalement. Oui, c'est vrai. Donc pour répondre à ta question, j'en suis pas persuadé. Un peu comme toi, j'imagine, mais j'en suis pas encore persuadé que vraiment Green Bay arrivera à faire plus que ce qu'ils ont fait sur ce match-là, encore plus à l'extérieur. Voilà pour le débrief, on passe au top et au flop.
Les tops et les flops de la semaine, Grégory, je te laisse commencer par ton top. Bah écoute, la première mi-temps du Kansas City Houston, hein, quand même, hein, c'est vrai. Bon, malheureusement, j'ai presque envie de dire malheureusement, c'est un peu le truc. Regardez tout ce qu'il ne faut pas faire en NFL pour espérer gagner un match. Il y a eu beaucoup d'opportunisme et beaucoup de ballons récupérés plus que vraiment gagnés à proprement parler. Après voilà, ça restait quelque chose d'assez excitant, surtout au vu des deux matchs du samedi qui ont été un petit peu plus décevants, et le Green Bay Seattle qui bon était pas non plus hyper serré sur l'ensemble de la rencontre non plus à part la fin de match. Donc ouais, vraiment cette première mi-temps était assez fun à voir et ça me paraît important de le mettre dans les tops. Le Green Bay Seattle, honnêtement, alors je sais pas si c'était l'heure qu'il était, mais je vais pas mentir, je me suis un peu ennuyé à un moment. Il y a un moment où c'était un peu long, quoi. Sur le coup de 3h du mat, ça commençait à piquer un peu, quoi. Le top, alors je vais dire les lignes offensives en général, tiens. Des Niners et des Titans notamment. Moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des Niners au niveau du jeu au sol, parce que je trouvais ça assez varié sur les choix de jeu, sur les coureurs, il y avait une vraie patience, il y avait des lignes qui étaient bien ouvertes. Enfin voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder le jeu au sol des Niners cette semaine, donc ce sera plutôt mon top. Et un mini top, non je sais pas si ce sera un flop, tiens allez, je te laisse le flop. Je suis obligé, Bill O'Brien quand même. Je restais un peu sur la Arrowhead Stadium, mais bon. J'hésitais, je savais pas si c'était. Est-ce que tu penses que ça peut lui coûter sa place? C'est pas ce qui a l'air de ressortir des insiders du Texas, mais je pense que là il a quand même globalement fait son temps, et puis là encore sur un match de playoff où les choses tournent quand même en sa faveur. Réussir à donner sciemment le momentum à l'équipe adverse en déplacement comme ça, d'un point de vue contexte, et je dirais oui, mais je me suis déjà expliqué sur O'Brien. Est-ce qu'ils trouveront mieux, je sais pas, mais ça me paraît avoir atteint ses limites à l'heure actuelle. Après, il y a des équipes qui ont toujours leur coach après qu'il ait laissé filer un 28-3 d'avance au Super Bowl et livré 2 mauvaises saisons. Alors. Je vois pas de qui tu parles, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les Jaguars ont gardé Doug Marrone, par exemple, et c'est vrai que c'est très étonnant. Aussi, non mais c'est vrai qu'au final, Bill O'Brien, ce serait pas le plus étonnant quand tu vois que Doug Marrone aussi, et que Doug Marrone, c'est quand même la décision what the fuck de l'intersaison, mais bon, ça après, il y a pire que Houston, c'est sûr. J'hésitais, je sais pas si c'est un top ou un flop, j'ai du mal à trouver des flops en ce moment, mais j'ai bien aimé Earl Thomas, je voulais le mentionner, qui avait dit quand même pendant la semaine, ouais les Patriots ils avaient pas l'air d'avoir très envie de plaquer Derrick Henry, nous ça va pas être la même chose, et le pauvre vieux il s'est fait évidemment avoir, il y a une image terrible où il est quasiment dos à Derrick Henry et il se fait pousser dans le dos, mais en fait moi c'est pas un flop pour moi, parce que je trouve ça marrant que les mecs parlent, et puis ça met de l'animation, et puis ça nous fait marrer, s'il réussit ou s'il réussit pas. Le trash talking c'est toujours pareil, hein. Ça anime un petit peu le truc, sauf qu'après si tu l'utilises un peu trop, faut savoir l'assumer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a que ceux qui disent rien qui peuvent pas avoir tort, quoi. Donc c'est marrant, il parle, et il s'est planté, mais ça arrive. Voilà pour les tops et les flops. On va faire une partie actu. On ressort le jingle qui fait peur. Live from Studio 3C and Rockefeller Center. This is Today in New York. L'actu en NFL, c'est toujours les embauches de coach, et c'est d'ailleurs la dernière semaine d'embauche de coach, puisque les postes sont tous pourvus. On va prendre du plus récent au plus ancien. Celui qui est tombé dimanche, juste avant les matchs, c'est Kevin Stefanski aux Browns. Alors Kevin Stefanski, si vous ne le connaissez pas, c'est le coordinateur offensif, l'ex-coordinateur offensif, désormais, des Vikings. Alors évidemment, Greg, ça fait un peu mauvais genre d'embaucher un mec le lendemain où son attaque a livré seulement 147 yards dans un match de playoff. Mais il faut voir un peu plus large que ça, je suppose. Ouais, oui, bon, après, non, peut-être pas alors. alors, si tu veux, moi je suis un peu mitigé, je vais te dire pourquoi assez rapidement. Après, sur le côté prestation en playoff, il me semble qu'il y a du coup 3-4 ans, quand les Eagles récupèrent Doug Peterson, c'est au lendemain d'un match de playoff absolument catastrophique de la part de l'attaque des Chiefs et d'Alex Smith. En réalité, derrière, il gagne le Super Bowl, donc j'ai pas forcément de vérité absolue là-dessus. De même que, à titre personnel, je suis un peu sceptique sur le fait d'engager un coordinateur offensif qui a fait qu'une seule saison à Minnesota, sous la coupe plus ou moins officieuse de Gary Kubiak. Et c'est vrai que ça là-dessus, je suis un peu sceptique, mais là encore, il n'y a pas de vérité absolue sur le fait de coordinateur 1 an, forcément, ça marche pas en tant que head coach, etc. Oui, il y a deux choses qui m'ont... Il faut juste rappeler quand même qu'il était dans le staff des Vikings depuis 2006. Il a été coach des coureurs, des quarterbacks, des receveurs. Enfin, il a de l'expérience sur d'autres postes.
Ah bah, mais en tout cas, il connaît Minneapolis comme sa poche, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ouais, non, il a quand même été. Et puis bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, bon, c'est la fameuse truc c'est un head coach matériel, etc. Bon, il y a quand même de bons avis globalement auprès des coachs qui l'ont côtoyé. Il y a deux choses qui m'étonnent quand même du côté de Cleveland. Le processus de recrutement. Le head coach est engagé avant le GM. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. En gros, le head coach va arriver avec plus de pouvoir que le general manager, ou en tout cas le propriétaire va peut-être éventuellement être un peu intrusif par rapport à ce que fait le general manager quand il faudra se poser la question du head coach. Donc ça m'interpelle un peu. Et la deuxième chose, surtout, c'est que du côté de Cleveland, on avait un coach sans expérience cette année avec Freddie Kitchens. Il n'y a pas un seul coach avec une véritable expérience. Il y a eu la rumeur McDaniels, mais on sait comment son année et demie du côté de Denver s'est passée. Je suis désolé, mais Stefanski, McDaniels, Daboll, et j'attendais quand même un coach avec un peu plus d'expérience. Je sais que c'est un coach qu'on aime bien bâcher, mais déjà un Jason Garrett un peu plus discret, c'est le cas de le dire, dans cette ambiance un peu du côté de Cleveland, ça aurait pas fait que du mal, je pense. J'étais aussi partisan de toute façon du coach expérimenté pour Cleveland. Je pense que la clé avec Stefanski, c'est même pas son passif, son coaching, etc. C'est comment il va tenir cet effectif. Et je suis d'accord qu'un coach avec plus d'expérience aurait été mieux pour cet effectif-là. Donc j'ai du mal aussi à comprendre. Après, pour McDaniels, petite anecdote, j'ai lu ce matin, alors je sais plus quel média US rapportait ça, qu'apparemment ça aurait accroché à cause de sa présentation. Parce qu'en gros, il serait arrivé avec une sorte de PowerPoint. Il aurait dit, bon alors dans la franchise, il va falloir changer ça et ça. Et le propriétaire il a fait genre, non merci, ça va aller. Et puis il a dit au revoir. Donc voilà, apparemment justement Stefanski aurait plus été enclin à accepter que le propriétaire. Le propriétaire apparemment veut une réunion avec son coach tous les lundis pour discuter de ce qui se passe et je sais plus quel autre truc il aurait accepté que enfin c'est bien qu'il se fasse des planches à Malo le lundi, mais bon au bout d'un moment ce qui serait bien c'est qu'il sache aussi gérer un vestiaire quoi. Et pour l'instant j'en ai pas la preuve absolue et bon écoute, c'est ce qui me met un peu sceptique. Après je présage de rien hein. Allez, on passe au suivant, c'est Joe Judge, embauché par les Giants. Lui, il était coordinateur des équipes spéciales des Patriots, Joe Judge. Alors, c'est pas un profil ultra connu. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. C'est pas forcément le coach. Alors, ça fait partie de... Chaque année, on en a un, de toute façon, hein, un adjoint de Belichick qui est engagé par une équipe en tant que head coach. Pourquoi pas les coachs, les coordinateurs de special team. On sait que il y a la fameuse jurisprudence John Harbaugh qui a gagné un Super Bowl avec Baltimore et qui fait quand même plus ou moins le boulot. Je crois que c'est un des coachs les plus anciens à son poste derrière Belichick. Donc bon, faut voir. Je trouve la signature un peu osée, mais pas forcée, qui démérite pas forcément. On a vu que les Patriots ont quand même gagné un Super Bowl grâce notamment aux équipes spéciales. Alors on a dit cette année ils géraient les receveurs et les receveurs c'était une catastrophe. Ouais, enfin sauf qu'ils géraient les équipes spéciales et les receveurs. Oui, les deux. Ouais. Donc, voilà, et on pourra me dire ouais il y a des special teamers qui étaient là pour faire le boulot. J'ai toujours du mal avec cette politique qui veut qu'il suffit de mettre des joueurs pour que en gros bon bah on vous met sur le terrain, faites ce que vous voulez quoi. Donc après, je pense que son boulot a quand même été assez efficace du côté de Foxborough. Après, s'il y a un truc qui manque pas à Joe Judge, c'est l'expérience de la gagne, hein, parce qu'il a 2 titres universitaires, puisqu'il a été dans le staff d'Alabama aussi, et 3 titres au niveau du Super Bowl. Ouais, il a un peu croisé Nick Saban et Bill Belichick, donc mais bon. C'est ça. Après voilà, est-ce que ça en fait forcément un head coach? Il y a ces fameuses rumeurs qui disent ouais, c'est lui qui animait les réunions quand Belichick était pas là. S'il suffisait que ça, on sait pas trop. Hein. Faut avoir aussi une grande vision sportive de ce que tu veux mettre en place. Mais non, c'est sûr que je suis déjà un peu moins sceptique que pour Stefanski par exemple, même s'il y a toujours ce petit déficit d'expérience dans une équipe qui reste quand même extrêmement jeune. Je l'ai pas rappelé, il a 38 ans, Joe Judge. Et tu parlais des embauches chez les Patriots. Il faut quand même rappeler que les Texans, il y a quelques années, ont carrément embauché le pasteur des Patriots pour devenir quasiment leur GM. Hein. Donc, tout ce qui est marqué Patriots, je veux dire, si vous avez un polo des Patriots et que vous vous baladez près d'un stade NFL, vous avez peut-être une chance sur un malentendu. Le troisième homme embauché ces derniers jours, c'est Matt Rhule pour les Panthers. Alors là, je te laisse le champ libre. Hein. Coach universitaire, il arrive de Baylor. Ouais, je me suis fait plein de copains sur Twitter grâce à cette signature, donc. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit de méchant sur lui? Alors c'est pas une question de méchant, c'est une question de. En fait, j'ai du mal à comprendre toute la hype autour de Matt Rhule, qui était un head coach solide, hein, on dira en college football, mais je veux dire si maintenant il faut coacher des équipes de seconde zone en première division universitaire pour devenir head coach en NFL. J'ai du mal à peu près à comprendre exactement où on met le curseur. L'année dernière, on a quand même Arizona qui a engagé Cliff Kingsbury qui venait de se faire virer par une des
plus mauvaise équipe de la Big 12. Là, j'ai du mal à comprendre pourquoi exactement il y a toute cette hype autour de Matt Rhule qui a été capable d'instaurer des bonnes défenses du côté de Temple et de Baylor, en effet, qui a réussi à redresser des programmes comme ça se fait partout à travers le pays. Maintenant, au niveau de ses attaques, je suis un peu moins sûr et certain, et c'est un coach qui a quasi aucune expérience NFL, à part en tant qu'assistant O-line du côté des Giants en 2012. Ça me paraît un petit peu mince, donc je sais pas trop où vont les Panthers, mais donc, moi, en tout cas, j'attends encore de voir, mais je souhaite à Carolina et à Matt Rhule de me tromper, mais ça me rappelle un petit peu le schéma Greg Schiano du côté de Tampa d'il y a quelques saisons. Donc tu veux dire que tu n'es pas convaincu par sa victoire le 31 août 2019 contre Stephen F. Austin, les Lumberjacks de Stephen F. Austin, sur un score de 56-17. Après, il a battu UTSA aussi la semaine suivante, 63-14, donc ça me semble du carton quand même. Mais alors, tu sais que tu plaisantes, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'expliquais également sur les réseaux sociaux, c'est que c'est quand même un coach qui, en termes de victoire référence, n'en a aucune. Et le mec vient coacher en NFL pour affronter la crème de la crème des équipes d'Amérique du Nord. Moi, je veux bien, mais sur quoi on le juge en fait? Parce qu'il a perdu là. Je regarde, ils ont perdu contre Georgia, Oklahoma et Oklahoma cette saison. Et donc sinon, leur grosse victoire, c'est contre Kansas qui était 9e, si j'ai bien compris. Oklahoma, on rappelle, c'est l'équipe qui a pris 63-28 en demi-finale de play-off contre LSU, au passage. Ouch. Donc c'était pas la meilleure conférence du pays non plus, même si encore une fois, le boulot de Matt Rhule est admirable en tant que tel et il a fait ses classes petit à petit, mais j'ai la sensation que la marche est peut-être trop vite, mais c'est que mon impression à moi encore une fois. Et je remarque que dans son tout premier match avec Baylor, il a perdu contre Liberty, ce qui me semble assez normal quand même, tout le monde perd contre la Liberté à un moment ou un autre. Non, on est d'accord? Ouais, écoute, je sais pas. T'es remonté loin en tout cas. 45-48. C'était une défaite serrée quand même contre la Liberté. Programme sympa, Liberty qui gagne avec Cody. C'est vrai? Ouais. Alors attends, je vais cliquer sur leur fiche Wikipédia. On va faire une petite aparté. Ils sont dans la conférence Big South, les Flames de Liberty. Tout à fait. Avec un prospect très intéressant qui va arriver au poste de receveur, mais on aura l'occasion d'en parler pendant la draft. Alors attends, je cherche juste, c'est dans quel coin en fait? C'est où aux États-Unis? Parce que Liberty, c'est pas. Je connais la station Liberté sur la ligne 8, mais. C'est pas New Jersey? Attends, j'ai un doute. Attends, je vais te dire une connerie. C'est en Virginie. C'est en Virginie, pardon, un peu plus. Ouais, leur stade est en Virginie. Très joli petit stade d'ailleurs. Oui, je fais une pub pour Liberty qui n'était pas prévue au programme. Mais oui, je vois que tu as un petit truc pour cette fac. Non, mais Liberty qui est coaché par l'ancien coach de Ole Miss, celui qui a recruté Laquan Treadwell, Robert Kemdiche, etc. et qui a été impliqué dans des scandales de pots de vin également. Sympa. Tu vois que c'est un programme qui gagne à être connu. Ouais, le petit stade fait 25 000 places en tout cas, donc si vous allez en Virginie, le head coach c'est Turner Gill, c'est ça? Non, c'est Hugh Freeze. Ah oui, pardon, je suis sur la fiche de leur saison 2017. C'est Hugh Freeze. Ils ont changé depuis. Ok. Sur ce, passons aux questions. Les questions de la semaine, Grégory, c'est parti. Question d'Iago 2006. Je suis persuadé que les front office connaissent mieux leur boulot que l'entraîneur du dimanche. Pourquoi alors ce qui pourrait être évident pour un supporter ne l'est pas toujours pour eux? Exemple pour les coachs Bill O'Brien ou le coordinateur offensif des Seahawks qui m'en rend fou. Pourquoi ces gens restent en poste? Mais est-ce que la réponse n'est pas assez simple? C'est que nous, on a l'œil extérieur, mais ça reste une entreprise avec des rapports humains. Des fois, ils se connaissent, des fois, ils s'apprécient, des fois, il y a des biais ou des choses comme ça. Oui, et puis c'est toujours compliqué parce que comme tu dis, nous on voit ça un petit peu de l'extérieur, mais c'est sûr que la pression est telle sur un banc de touche, faut prendre des décisions très rapidement, surveiller un petit peu tout le monde, consulter tous les coachs, etc. Il y a des décisions qui peuvent nous étonner, mais voilà, si Bill O'Brien, pour reprendre cet exemple type, sent qu'à ce moment-là son équipe est quand même dans une bonne phase mentalement, etc., et se dit certes Kansas City vient de remarquer, mais on va leur remettre la tête sous l'eau parce qu'on a l'air conquérant, etc. C'est des choses que nous, d'un point de vue extérieur, on n'arrive pas forcément à prendre en compte, mais c'est des choses qui nous dépassent un petit peu. Je suis pas sûr que les head coach se disent je vais vouloir absolument sur toutes les phases de jeu me montrer plus intelligent que ceux qui regardent, et il y a un peu de ça, mais pas que. Et puis des fois, comme dans toute entreprise, tu as des dossiers sur le patron. Aussi, oui, Marvin Lewis notamment, qui a du mal à en retrouver sur les autres d'ailleurs, mais ça c'est autre chose.
C'est vrai. Question de Bud Fumbler. Malgré une qualification en Divisional Round, les Titans n'ont pas hésité à se séparer de Mike Mularkey en 2017 et le choix de miser sur Vrabel semble porter aujourd'hui ses fruits. Est-ce que ce n'est pas le meilleur exemple à suivre pour les Texans qui semblent se contenter d'être juste présents en playoff? C'était Bud Fumbler. Bon, là, on est d'accord. Ouais, c'est un... Je suis pas totalement d'accord avec cet exemple parce qu'on sait que Vrabel est surtout arrivé parce que c'était un bon pote de Robinson, le general manager. Après une année, justement, ça fait partie de ces coordinateurs qu'on fait une année, il me semble... lui c'était à l'époque du côté de Houston, mais bon, je sais pas si c'est vraiment le fait que Robinson voulait pas Mularkey à l'époque, c'est sûr. Le fait qu'il ait pris Vrabel, bon, c'est un poil différent, mais du côté de Houston, je sais pas s'il faut absolument changer pour dire. Mais tu vois, moi je l'ai dit tout à l'heure, en effet, ça atteint ses limites très clairement, quoi. Mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait, il y a des rapports humains, il y a aussi des relations qui... Oui, et puis si tu veux, Mularkey, j'ai pas la sensation qu'on lui ait vraiment laissé sa chance, quoi. Je veux dire, le mec, il est resté 1 an avec Robinson, il gagne un match de playoff que personne ne le voit gagner. Là, très clairement, le general manager, il avait son idée en tête. Je pense qu'il y a un juste milieu entre ce qu'a fait Tennessee et ce que fait Houston, par exemple, à l'heure actuelle, pour reprendre son exemple. C'est vrai que Mularkey, du coup, a gagné un match de playoff avec Marcus Mariota. Tout à fait. Qui sait lancer un ballon, on le rappelle. Il paraît. Papa Lions, cette équipe des Titans, est-on en train d'assister à la naissance d'un contender pour quelques années ou est-ce une équipe qui connaît un alignement des planètes comme Jacksonville il y a 2 ans? Bah, c'est vrai que il y a quand même eu Jacksonville il y a 2 ans. Il y a eu Indianapolis l'année dernière. Ouais, en AFC, il y en a un de temps en temps qui se glisse comme ça et on ne sait pas s'il va rester. Bah, même dans la division sud. Alors, attention, Jacksonville, c'était la grosse défense, ça a été de la première à la 17e semaine. C'est vrai que Tennessee, encore une fois, on est un peu sur le même modèle qu'Indianapolis, à savoir c'est une grosse série l'année dernière qui fait qu'ils arrivent en play-off avec une grosse confiance et le côté un peu inarrêtable. Et c'est vrai que je dis pas, l'année prochaine, je pense que voilà, il y a des joueurs, je l'ai déjà dit, que j'aime beaucoup, des jeunes joueurs qui vont se développer, des Jay Brown, des Jeffrey Simmons. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe de Tennessee qui était un peu trop... je sais pas comment dire ça, enfin qui était pas très glamour ces dernières années. Là on sent qu'il y a quand même du star power, on va dire, qui arrive dans cette équipe là. Après, est-ce que Tannehill restera au même niveau l'année prochaine? Est-ce qu'ils arriveront à maintenir le niveau qu'on voit d'eux en playoff? Je suis encore un poil réservé là-dessus. Et puis il y a la question de l'avenir de Tannehill qui se pose aussi, donc bien sûr. Il va falloir le re-signer, pas le re-signer, combien, donc ça va être en tout cas très intéressant à suivre, ça c'est sûr. Question bête de Gaëtan Martin, alors c'est pas moi qui dis question bête, c'est lui qui dit une question bête pour l'interrogation. Comment vous faites pour tenir les lundis matins? Plus ça va, c'est dur. Je vais être obligé de poser un RTT pour lundi prochain et RTT pour le lendemain du Super Bowl. Avez-vous des recettes pour les lendemains difficiles? Du jus de citron? Bah non, mais moi le sommeil, plus je vieillis, plus c'est dur aussi, on va pas mentir, moi l'avantage clairement c'est que c'est mon boulot, donc j'organise ma journée par rapport au match. Là je me suis couché à 5h du matin et je me suis réveillé à 11h30 et on enregistre, il est 13h30. Donc, moi j'avoue, la magie du replay Game Pass, quand je sais que je bosse tôt le matin, je regarde ça en rentrant. Oui, après il y a en coupant les notifications, ça va de soi. Ayant fait le résumé du match, donc qui était à 2h du matin samedi, en fait moi j'ai dormi pendant le premier, fait le résumé du deuxième et enchaîné en regardant le replay du premier après le deuxième. Du coup c'est à cause du premier que tu t'es endormi? Non, je fais exprès de faire une sieste avant le match pour tenir le coup. Mais je crois que je me suis même recouché après le match en fait, samedi. Ouais, samedi je me suis même recouché à 6h30 ou un truc comme ça. Donc non, du sommeil, partout, tout le temps quand vous pouvez, quoi. Quel match vous a le plus intéressé pour l'instant en play-off? Question de LOS 75. Meilleur match pour l'instant? Le Kansas City Houston, même s'il a fini il a été délirant sur un petit écart, c'était quand même le plus passionnant à voir. Après, parce qu'il y a eu des scores accrochés, des prolongations en wild card, mais est-ce que c'était vraiment passionnant? Est-ce que le rythme était vraiment intéressant de bout en bout? Je sais pas. Je sais pas, j'ai eu du mal aussi. Et sinon, un Super Bowl Chiefs-Packers revival du numéro 1 en 66 avec Shakira et Lopez à Miami, ce serait pour vous du réchauffé, du renouveau ou le summum du stylet? Toujours LBO 75. Ça serait classe. C'est Rodgers contre Mahomes quand même, c'est la fameuse comment ils appellent ça? La transmission de témoins, on va dire. C'est quand même quelque chose d'assez notable. Après, oui, le côté clin d'œil au Super Bowl 1. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent absolument voir Tannehill au Super Bowl à Miami. Ah oui, ça ce serait beau aussi. C'est la grande tendance, mais pourquoi pas. Ça ce serait très beau aussi. Honnêtement,
On va pas se mentir. Je pense que c'est pas du tout faire insulte ou être chauvin ou vouloir du mal ou être haters machin. Je pense qu'en effet, la plus belle affiche, c'est quand même un Mahomes-Rodgers. On est d'accord. Ça aurait quand même une sacrée gueule. Je sais pas. De ce que je vois depuis le début de la saison, Kansas City au Super Bowl, oui, ça me fait un peu plus rêver que Tennessee. San Francisco ou Green Bay, pour moi, ça aurait la même. Ça ferait peut-être moins clinquant juste l'image quarterback que tu évoques. C'est sûr que Garoppolo, ça a un peu moins de. L'historique est un peu moins notable que pour Rodgers, mais bon, un Chiefs Niners, d'un point de vue coaching, ce serait pas quelque chose de dégueulasse à voir. C'est vrai que ce serait plutôt joli aussi. Question de Steph G, pourquoi on ne voit pas plus de joueurs polyvalents à la Taysom Hill émerger dans les autres franchises alors que la plus-value est statistiquement avérée et Dieu sait que la NFL aime les chiffres. Est-ce que la NCN n'en produit pas? Est-ce que les joueurs ne sauraient majoritairement pas devenir des joueurs polyvalents avec une connotation en tout faire négative? Pourquoi on n'a pas plus de Taysom Hill? Parce qu'il faut en trouver. Déjà forcément parce qu'il n'y a pas de génie offensif comme Sean Payton, même s'il y en a beaucoup qu'on labellise de cette manière-là. Faut quand même réussir à les intégrer parce que c'est pas le tout d'avoir des hommes à tout faire, mais si tu les mets sur chaque action, au bout d'un moment, ils perdent quand même un peu de leur effet. Et puis bon, on a Taysom Hill qui ont un physique comme le sien, avec une capacité à jouer quarterback, running back, tight end, ça pousse pas sur les arbres non plus, hein. Donc faut réussir à les incorporer. C'est comme je disais tout à l'heure, le tout c'est pas d'avoir des joueurs sensationnels et de les mettre sur un terrain, faut aussi savoir les utiliser. La NFL ça reste aussi un travail collectif. Et bon, si je sais pas si la comparaison est bonne, mais tu mets Lamar Jackson à Cleveland au lieu de Baltimore cette année, est-ce qu'il fait exactement est-ce qu'il est utilisé exactement de la même manière? J'en suis pas persuadé, donc c'est sûr que c'est ce genre de profil là. Après je rejoins pour terminer sur la fin de la question. C'est sûr que forcément, d'un point de vue intérêt pour le joueur, être un homme à tout faire qu'on va utiliser 4 fois dans un match, c'est peut-être pas très, c'est peut-être pas très glorifiant quand t'espères avoir un contrat juteux en NFL, quoi. C'est sûr. Et bien c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 338 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. N'hésitez pas à aller faire un tour pour tout ce qui concerne le rock and roll, évidemment. Enfin la musique en général d'ailleurs. Hein, je dis ça, mais il y a pas. Moi je suis très axé rock, mais il n'y a pas que des reliques rock. Il y a aussi des artistes hip-hop et des trucs comme ça. Je crois. Hein, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu du Black Eyed Peas notamment. Il me semble aussi. Ouais. Bon voilà, évidemment, pour manger et les souvenirs. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, il y a Florian73 qui s'ajoute à la liste. Pour nous suivre, je reprends mon souffle. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, @Yelo Radiosa pour Grégory sur Twitter, @AlainMatei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Ça avance, hein. On n'a plus que débrief final de conf et Super Bowl. Et puis voilà, après, on va être. Les vacances approchent aussi. Hein. Tout à fait. Des vacances méritées, hein, parce qu'on le rappelle, on dort pas. Hein, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, le sommeil est difficile. Exactement. Bon, merci encore en tout cas Grégory. On se dit à très bientôt. Jeudi, c'est la preview. A priori, ça devrait être entre Raphaël et moi. On se retrouvera ensuite pour un fauteuil. Ce sera encore à 20h puisque les finales de conférence, c'est à partir de 21h. Merci beaucoup à tous. tdactu.com pour toute l'actu NFL. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et